De petit marché à grande cuisine. Les prémices. L'aube embrassait doucement les ruelles sinueuses de Montmartre, cette colline mythique de Paris où les rêves semblaient naître avec la lumière du matin. Les premières lueurs de l'orée filtraient entre les toits anciens, caressant les pavés usés par des générations de pas, illuminant le petit marché qui s'éveillait lentement. Antoine Leblanc se tenait là, immobile, son tablier blanc légèrement froissé, ses mains tremblantes posées sur le comptoir de bois usé. À 19 ans, il ressemblait à ces jeunes hommes pleins d'espoir et d'incertitude, capables de tout et encore si fragiles. Ses yeux couleur de noisette balayaient la petite échoppe, mémorisant chaque détail, chaque recoin qui serait désormais son univers. Pierre Laurent, le propriétaire du marché, l'observait avec cette distance bienveillante que seuls les hommes expérimentés savent adopter. Ses mains ridées, marquées par des décennies de travail manuel, triaient délicatement les légumes du matin, ses mouvements précis racontent une histoire plus longue que les mots. « Alors, mon garçon, dit-il sans quitter ses légumes des yeux, tu es prêt pour ton premier jour ?» Antoine déglutit. Sa gorge semblait soudainement trop étroite, ses pensées s'entrechoquant comme des vagues contre un rocher. « Oui, monsieur, répondit-il, sa voix trahissant un mélange de détermination et de nervosité. Le marché de Montmartre était plus qu'un simple lieu de commerce. C'était un théâtre où se jouaient quotidiennement les drames et les espoirs des petites gens de Paris. Chaque étal raconte une histoire, chaque commerçant porte en lui des rêves aussi anciens que la ville elle-même. Pierre posa ses légumes et fixa Antoine d'un regard perçant. « Tu sais, mon garçon, devenir boulanger ce n'est pas un métier. C'est un art, une passion qui te consume de l'intérieur. » Antoine hocha la tête, tentant de masquer son appréhension. Depuis son enfance dans un petit village de Normandie, il rêvait de Paris, de ses boulangeries légendaires, de ses pains qui racontent l'histoire de la France. Sa mère, Claudine Leblanc, une femme forte qui avait élevé seule Antoine après la disparition de son mari, l'avait toujours encouragé. « Tu as les mains d'un artisan, lui répétait-elle, et le cœur d'un rêveur. » Ce matin-là, Antoine portait ses souvenirs comme un trésor fragile. Le voyage de son village jusqu'à Paris avait été long, rempli d'espoir et de sacrifices. Sa mère avait vendu une partie de leur terre pour lui payer ses premières leçons de boulangerie, ses premiers cours professionnels. Pierre lui tendit un tablier propre. « Allez, commence par ranger la farine. Et surtout, observe. Un bon boulanger commence par être un excellent observateur. » Les premières heures furent un tourbillon de mouvements, de sons, d'odeurs. La farine voltigeant comme de la poussière de rêve, le son métallique des ustensiles, l'odeur âcre du levain qui fermente. Antoine apprenait chaque geste comme on apprend une langue étrangère, avec patience, respect et une infinie curiosité. Les autres boulangers du marché le regardaient du coin de l'œil. Certains bienveillants, d'autres sceptiques. Un nouveau venu, un jeune provincial, pouvait-il comprendre les secrets ancestraux de leur art ? Marcel, un boulanger d'une cinquantaine d'années aux mains énormes et au visage buriné, s'approcha. « Tu veux vraiment apprendre ?» Plus que tout au monde, répondit Antoine sans hésitation. Un léger sourire passa sur les lèvres de Marcel. Un de ces sourires qui en disent plus long qu'un discours entier. La matinée avançait, et avec elle s'écoulaient les premières leçons. Comment mesurer la farine, comment la tamiser, comment sentir sa texture. Antoine écoutait, absorbait, mémorisait chaque détail. À midi, Pierre l'envoya chercher du pain frais chez le boulanger d'Aix-en-Grave-Côté. « Observe comment il travaille, lui dit-il. Chaque boulangerie a son âme, son secret. » Dans les rues de Montmartre, Antoine marchait, le pain sous le bras, conscient que ce moment était le premier d'un long voyage. Les pavés de Paris semblaient murmurer des promesses, les façades des immeubles racontent des siècles d'histoire. Quand il revint au marché, Pierre l'attendait. « Alors, qu'as-tu appris ?» Antoine hésita un instant. Que faire du bon pain, c'est bien plus que suivre une recette. C'est raconter une histoire. Le regard de Pierre s'illumina. Peut-être ce jeune homme comprenait-il finalement l'essence de leur métier. Le soleil commençait à décliner sur Montmartre, baignant les toits de nuances orangées et roses. Antoine rangeait la cuisine, nettoyait les surfaces, ses mouvements de plus en plus assurés. Ce premier jour s'achevait. Un jour parmi tant d'autres, et pourtant si unique. Le premier pas d'un long voyage. L'apprentissage. Les semaines suivant son arrivée au marché de Montmartre ressemblaient à une symphonie complexe d'apprentissage. Antoine Leblanc était devenu l'ombre silencieuse qui observait, écoutait, absorbait chaque détail de l'art de la boulangerie comme un apprenti zen face à son maître.
Les premières lueurs de l'aube le trouvaient déjà dans la petite cuisine du marché. Ses mains, jadis maladroites, commençaient à comprendre le langage subtil de la farine. Chaque grain, chaque texture racontait une histoire que seuls les véritables artisans pouvaient entendre. Pierre Laurent l'observait avec un mélange de patience et d'expectative. Un bon boulanger, répétait-il souvent, c'est comme un alchimiste. Il transforme des ingrédients simples en quelque chose de magique. Les matinées étaient un ballet précis de mouvements. Antoine apprenait à sentir la température exacte du levain, à comprendre quand la pâte était prête. Marcel, le boulanger expérimenté, lui enseignait les secrets transmis de génération en génération. « Regarde tes mains, lui disait Marcel. Elles doivent devenir les yeux de ta pâte. Tu dois sentir sa respiration, comprendre son âme. » Antoine écoutait, absorbant chaque mot comme un éponge. Sa mère Claudine lui avait toujours répété que l'apprentissage était un voyage sans fin. Et ici, dans ce petit marché de Paris, il comprenait enfin ce qu'elle voulait dire. Les premières semaines furent difficiles. Ses pains étaient souvent trop cuits, trop denses, loin de la perfection recherchée. Mais chaque échec était une leçon. Pierre ne le réprimandait jamais, se contentant de regarder, de guider silencieusement. Un matin, une femme élégante fit son apparition dans le marché. Élise Dupont, chef cuisinière réputée, ses yeux vifs scrutant chaque détail comme un général inspectant ses troupes. « Qui est ce jeune homme » demanda-t-elle à Pierre, son regard se posant sur Antoine. Pierre sourit. « Un futur grand boulanger, j'en suis certain. » Élise s'approcha, goûta un des pains d'Antoine. Son expression demeura neutre, mais un léger hochement de tête trahit son appréciation. « Tu as du potentiel, dit-elle simplement. Mais le potentiel sans travail n'est rien. » Ces mots résonnèrent en Antoine comme un coup de tonnerre. Il redoubla d'efforts, passant des nuits entières à étudier les techniques, à comprendre la chimie complexe de la fermentation. Les livres de boulangerie devinrent ses compagnons. Il lisait tout ce qu'il pouvait sur les différentes farines, les méthodes de fermentation, l'histoire séculaire de la boulangerie française. Marcel lui raconta l'histoire des boulangers de Paris. Comment pendant la Révolution française, les boulangers étaient considérés comme des artistes essentiels, gardiens d'un art national. Comment leur pain était plus qu'un aliment, mais un symbole de liberté et de résistance. « Nous ne vendons pas que du pain, disait Marcel. Nous vendons une partie de l'âme française. » Les saisons passaient. L'été avec ses chaleurs étouffantes rendait le travail du pain encore plus délicat. L'hiver avec son froid sec demandait une attention particulière à la fermentation. Antoine apprenait à adapter ses techniques. À comprendre comment l'humidité, la température, le temps influençaient chaque pain. Il développait une sensibilité presque mystique avec la pâte. Élise Dupont revenait de temps en temps, observant ses progrès. Ses conseils étaient rares mais précis. Un grand chef ne se contente jamais de ce qu'il sait, répétait-elle. Un grand chef apprend constamment. Un jour, Pierre le prit à part. Tu sais, Antoine, je vois en toi quelque chose de spécial. Pas seulement du talent, mais une passion pure. Ces mots signifiaient plus que tous les compliments. Venant de Pierre, homme rarement prodigue en éloges, c'était comme recevoir une bénédiction. Les nuits d'hiver, Antoine rêvait de pain. Des baguettes parfaites, des croissants dorés, des pains aux céréales complexes. Son esprit était devenu un four où mijotaient ses ambitions. Sa mère lui écrivait régulièrement. Chaque lettre était un mélange d'encouragement et d'inquiétude maternelle. « Mon fils, écrivait-elle, tu es en train de devenir l'homme dont ton père aurait été fier. » Peu à peu, Antoine comprenait que devenir boulanger était bien plus qu'apprendre des techniques. C'était embrasser une tradition, continuer un art millénaire, être le gardien d'un patrimoine culinaire. Le marché de Montmartre était devenu son école, ses collègues ses professeurs, chaque pain un poème à écrire. Et lui, Antoine Leblanc, n'était plus seulement un jeune homme. Il devenait un artisan, un artiste, un futur maître de son art. La première étincelle. L'aube du dimanche promettait quelque chose de différent. Dans la petite boulangerie du marché de Montmartre, une atmosphère particulière flottait, comme si l'air lui-même était chargé d'anticipation et de possibilités. Antoine Leblanc se tenait devant son plan de travail, ses mains légèrement tremblantes caressant la farine fraîchement tamisée. Depuis des semaines, il travaillait sur une recette qui le hantait, une baguette qui serait plus qu'un simple pain, une œuvre d'art, un poème comestible. Pierre Laurent l'observait du coin de l'œil, son regard mêlant curiosité et une patience born of years of experience.
Les autres boulangers du marché commençaient à s'affairer, leurs mouvements précis comme une chorégraphie ancestrale. Le levain reposait dans un grand bol de céramique, résultat de jours de soins méticuleux. Antoine l'avait nourri avec une précision presque scientifique, comprenant que chaque grain de levure était un être vivant, demandant attention et respect. Sa recette était un secret. Un mélange de farines différentes, une part de farine de blé ancien, une autre de seigle, une touche de farine de sarrasin, créant un assemblage complexe que seuls les véritables artisans oseraient tenter. Marcel, le vieil boulanger aux mains rugueuses, s'approcha. « Qu'est-ce que tu prépares, jeune homme ?» Antoine hésita. « Une baguette. » Mais pas une baguette ordinaire. Un sourire imperceptible passa sur les lèvres de Marcel. Ces jeunes qui pensaient pouvoir réinventer l'art ancestral de la boulangerie, il en avait vu passer des dizaines. Les premières étapes du pétrissage commencèrent. Antoine travaillait la pâte comme un sculpteur travaille le marbre, ses mouvements à la fois délicats et précis. Il comprenait que chaque geste comptait, que la force devait être dosée avec une sensibilité presque musicale. Élise Dupont, la chef cuisinière qui passait parfois au marché, observait la scène avec un intérêt non dissimulé. Elle reconnaissait ce moment, celui où un artisan est sur le point de créer quelque chose de spécial. La fermentation était un art subtil. Antoine avait appris à écouter la pâte, à comprendre ses respirations, ses humeurs. Certains jours, elle était capricieuse, d'autres, docile comme un enfant sage. Autour de lui, le marché s'éveillait. Les marchands installaient leurs étals, les premiers clients arrivaient, portant avec eux les bruits de la ville qui commence à vivre. Quand vint le moment du façonnage, Antoine travailla avec une concentration presque méditative. Ses mains formaient la baguette comme un peintre fait ses derniers traits sur une toile. Le four attendait. Un four ancien, témoin de générations de boulangers, ses pierres noircies racontant des histoires de pain, de famille, de tradition. Pierre s'approcha. « C'est le moment de vérité, murmura-t-il. » La baguette glissa dans le four. Les premières minutes furent cruciales. Antoine surveillait, retenant son souffle, conscient que ces instants séparaient le succès de l'échec. L'odeur commença à se répandre. Une odeur complexe, riche, différente de tout ce que le marché avait connu jusqu'alors. Marcel leva la tête, ses sens de vieux boulanger en alerte. Quand Antoine sortit la baguette, un silence s'installa. La croûte était d'un doré presque irréel, craquelée de façon parfaite, promettant une texture intérieure unique. Pierre fut le premier à la toucher, à la couper. L'intérieur révéla une mi-alvéolée d'une beauté rare, des alvéoles parfaitement réparties, témoignant d'une fermentation et d'un travail de précision. Le goût fut une révélation. La première bouchée raconta une histoire des champs de blé normands de son enfance, des traditions familiales, de Paris et de ses secrets. Marie Rousseau, la célèbre critique gastronomique qui passait par hasard ce matin-là, goûta. Son regard changea. Ce n'était pas seulement un pain. C'était une déclaration. « Qui a fait ça ?» demanda-t-elle, ses yeux cherchant Antoine. Le jeune homme, intimidé, s'avança. « Moi, madame. » Un long silence suivit. Puis Marie sourit. « Vous venez de créer quelque chose de spécial. » Ce jour-là, dans le petit marché de Montmartre, Antoine comprit que sa vie venait de basculer. Ce n'était plus seulement un apprenti. Il était en train de devenir un artisan, un créateur. La baguette serait le premier chapitre d'une histoire qui s'annonçait extraordinaire. Les défis. L'hiver s'était abattu sur Paris comme un manteau de silence et de défis. Dans le petit marché de Montmartre, Antoine Leblanc comprenait maintenant que le chemin du succès n'était pas une ligne droite, mais un labyrinthe de tentatives, d'erreurs et de rédemption. Les critiques de Marie Rousseau avaient ouvert des portes, mais elles avaient aussi créé des attentes presque insurmontables. Chaque pain qu'il produisait était désormais scruté, analysé, comparé à ce moment de grâce qu'il avait réussi à créer. Les nuits étaient longues. Antoine passait des heures à expérimenter, à comprendre les nuances infinies de la panification. Sa chambre minuscule au-dessus du marché était devenue un laboratoire, un sanctuaire où ses rêves et ses doutes dansaient une valse incessante. Élise Dupont était devenue plus qu'une mentor. Elle était sa confidente, celle qui comprenait les tourments d'un artisan en devenir. Les grands chefs, lui répétait-elle souvent, ne sont pas ceux qui réussissent tout le temps, mais ceux qui apprennent de leurs échecs. Un matin glacial de janvier, Antoine rata complètement une fournée. Les baguettes étaient lourdes, sans vie, leurs croûtes ternes comme ses propres espoirs. Pierre Laurent le regarda sans jugement, mais le silence était plus pesant que tous les reproches.
Recommence, dit-il simplement. Les défis venaient de partout. Les clients, habitués à sa baguette miraculeuse, devenaient exigeants. Certains critiquaient, d'autres comparaient. Marcel, le vieil boulanger, observait avec un mélange de compassion et de fierté. La vraie force, lui confia-t-il un jour, ce n'est pas de réussir tout le temps. C'est de se relever après chaque chute. Antoine commença à comprendre la complexité de son article. Ce n'était plus seulement une question de technique, mais de sensibilité. Chaque pain devait raconter une histoire, transmettre une émotion. Sa mère, Claudine, lui écrivait des lettres pleines d'encouragement. « Mon fils, disait-elle, tu es en train de devenir plus qu'un boulanger. Tu es en train de devenir un artiste. » Les concours locaux devinrent son nouveau défi. Il y participait, observant les autres boulangers, apprenant de leurs techniques, de leurs innovations. Certaines fois, il échouait. D'autres fois, il se classait, petit pas après petit pas. Un jour, un vieux boulanger lui confia un secret, la vraie magie se trouve dans la compréhension profonde de chaque ingrédient. La farine a une mémoire, le levain a une âme. Antoine approfondit ses connaissances. Il commença à étudier l'histoire des blés français, leurs origines, leurs variations. Il visita des moulins, parla avec des agriculteurs, comprenant que chaque grain racontait une histoire différente. Élise l'encourageait dans cette quête. Un grand chef, répétait-elle, connaît l'histoire de ce qu'il crée. Les saisons passaient. L'hiver laissa place au printemps, le printemps à l'été. Antoine grandissait, non seulement en technique mais en sagesse. Il comprenait maintenant que la perfection n'existait pas, mais que la recherche constante était le véritable art. Pierre Laurent le regardait avec une fierté de plus en plus évidente. « Tu deviens plus qu'un employé, lui dit-il un jour. Tu deviens un artisan. » Les difficultés ne manquaient pas. L'économie était capricieuse, les clients exigeants, la concurrence rude. Mais Antoine avait développé une résilience née de sa passion. Un concours régional de boulangerie se profila. C'était l'occasion de prouver qu'il n'était pas un simple coup de chance, mais un véritable talent. Les nuits précédant le concours furent intenses. Antoine travaillait, expérimentait, échouait, recommençait. Sa chambre était un chaos organisé de farine, de notes, de croquis de pain. Le jour du concours, il se présenta avec 3 types de pain, sa baguette désormais célèbre, un pain aux céréales anciennes, et une création originale mélangeant des techniques traditionnelles et modernes. Le jury était composé des plus grands boulangers de France. Chaque pain fut scruté, goûté, analysé avec une précision chirurgicale. Antoine attendait, son cœur battant la chamade. Il savait que ce moment pourrait définir sa carrière, son avenir. Quand les résultats furent annoncés, le monde sembla suspendu. Sa baguette traditionnelle obtint une mention spéciale. Son pain aux céréales anciennes fut salué pour son innovation. Ce n'était pas une victoire totale, mais un pas de plus vers son rêve. Antoine comprenait maintenant que le chemin du succès était fait de petites victoires, de constance, de passion. Le soir, de retour au marché de Montmartre, Pierre et Marcel l'attendaient. Pas de grande célébration, mais un regard, un hochement de tête qui en disait plus long que tous les discours. Antoine savait que son voyage ne faisait que commencer. L'ascension. Le printemps parisien éclatait de promesses lorsqu'Antoine décida de voler de ses propres ailes. Les rues de Montmartre semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, comme si la ville elle-même pressentait le destin extraordinaire qui se tramait. Pierre Laurent l'avait longuement observé, ses yeux de vieil artisan détaillant chaque mouvement du jeune homme. « Tu es prêt ?» lui avait-il dit un matin, sa voix chargée d'une émotion contenue. « Il est temps que tu écrives ta propre histoire. » Le financement fut le premier défi. Sa mère Claudine avait vendu une partie de leur terre normande, un sacrifice que jamais Antoine n'oublierait. Élise Dupont l'aida à établir un business plan, transformant ses rêves en stratégie concrète. Un petit local dans le 11e arrondissement devint son premier royaume. Étroit, mais plein de potentiel. Les murs avaient besoin de peinture, les équipements d'être modernisés, mais Antoine voyait au-delà du présent immédiat. Les premiers mois furent un balai de défis et d'espoir. Chaque jour représentait une bataille contre le doute, contre l'immensité de ses ambitions. Le matin, avant même que Paris ne s'éveille, Antoine était là. Ses mains dansaient avec la farine, créant des symphonies de pain qui racontaient son histoire. Baguette traditionnelle, pain aux céréales anciennes, viennoiserie qui rappelait ses origines normandes. Marcel, son mentor du marché de Montmartre, venait parfois l'observer.
Tu ne copies pas, lui disait-il, tu interprètes. C'est la différence entre un artisan et un artiste. La clientèle arriva lentement. D'abord quelques curieux, puis des habitués. Des professionnels, des familles, des touristes attirés par le bouche à oreille. Marie Rousseau, la critique gastronomique qu'il avait autrefois découvert, parla de sa boulangerie dans un article qui changea tout. Une nouvelle voix dans la symphonie culinaire parisienne, écrivit-elle, Antoine Leblanc ne se contente pas de faire du pain. Il raconte des histoires. Les commandes commencèrent à affluer. Restaurants gastronomiques, hôtels de luxe, traiteurs recherchés, tous voulaient goûter ses créations. Mais Antoine restait fidèle à sa philosophie, chaque pain devait raconter une histoire, transmettre une émotion. Élise Dupont l'aida à développer une carte de pain qui devint rapidement légendaire. Un pain aux noix et au roquefort qui évoquait les paysages de Normandie. Une baguette aux herbes de Provence qui transportait les clients dans les champs du Sud. Les défis financiers étaient constants. Les équipements coûtaient cher, les ingrédients de qualité encore plus. Mais Antoine avait appris de Pierre et Marcel, la qualité n'était pas un luxe, mais une nécessité. Un jour, un concours national de boulangerie se profila. Non plus comme un simple participant, mais comme un candidat sérieux. Antoine passa des semaines à préparer sa collection, mélangeant tradition et innovation. Sa mère Claudine vint de son village pour l'encourager. Ses yeux brillaient d'une fierté qui dépassait les mots. « Tu honores notre famille, lui dit-elle, tu honores notre histoire. » Le concours fut un tournant. Sa collection de pains fut saluée pour son originalité et son respect des traditions. Une médaille d'argent, mais pour Antoine, c'était plus qu'une récompense. C'était une reconnaissance. Les banquiers qui l'avaient d'abord hésité commencèrent à le regarder différemment. Un prêt lui permit d'agrandir sa boulangerie, d'investir dans des équipements plus modernes. Paris commençait à parler de lui. Le boulanger de Montmartre, l'appelait-il. Un surnom qui portait en lui toute une histoire d'amour pour la ville et son art. Mais le succès n'était pas sans défi. La pression augmentait. Chaque pain devait être parfait, chaque création une déclaration. Antoine travaillait sans relâche, dormant peu, passant des nuits à expérimenter. Élise le mit en garde. Un artiste qui se consume n'est plus un artiste. Il faut savoir se préserver. Ses origines normandes restaient sa boussole. Chaque pain portait en lui un fragment de son enfance, de ses racines. Il n'avait jamais oublié d'où il venait, même au cœur de Paris. Les années passaient. Sa boulangerie devint plus qu'un commerce. Un lieu de rencontre, de partage, un endroit où les histoires se racontaient à travers le pain. Pierre Laurent, venu à la retraite, le regardait avec une fierté paternelle. « Tu as réussi, lui disait-il. Mais ne t'arrête jamais d'apprendre. » Antoine souriait. Son voyage ne faisait que commencer. La reconnaissance. L'aube se levait sur Paris, baignant le 11e arrondissement d'une lumière dorée qui semblait avoir été spécialement tissée pour célébrer le talent naissant d'Antoine Leblanc. Ce matin-là, tout était différent. Les pavés brillaient d'une manière particulière, les odeurs de pain frais semblaient plus intenses, comme si la ville elle-même retenait son souffle en attendant quelque chose de grand. Marie Rousseau, la redoutable critique gastronomique, avait passé des nuits entières à rédiger son article. Chaque mot était pesé, chaque phrase construite avec la précision d'un architecte dressant les plans d'un édifice extraordinaire. Son stylo dansait sur le papier, capturant l'essence de ce jeune boulanger qui osait réinventer l'art séculaire de la boulangerie parisienne. Une nouvelle étoile de la boulangerie parisienne, titre qui allait faire trembler les fondations des institutions culinaires traditionnelles. Marie ne mâchait pas ses mots, ne faisait pas de concessions. Si elle louait quelque chose, c'était avec une authenticité qui ne laissait place à aucun doute. Dans son article, elle décrivait longuement les croissants d'Antoine. Ce n'étaient pas de simples croissants, mais de véritables poèmes culinaires. Chaque couche de pâte racontait une histoire de patience, de technique et de passion. La première bouchée révélait un monde, un extérieur d'un doré presque irréel, croustillant avec une délicatesse qui rappelait le froissement d'une partition de Mozart, et un intérieur si aérien qu'il semblait avoir été sculpté par les anges eux-mêmes. Marie décrivait comment, contrairement aux boulangers traditionnels qui suivaient des recettes héritées comme des dogmes immuables, Antoine osait. Il respectait la tradition, mais la réinventait avec une audace qui frisait l'irrévérence. Ces pains n'étaient pas de simples aliments, mais des déclarations artistiques. Le jour où l'article fut publié, ce fut comme si une onde de choc traversait Paris. Les exemplaires du journal se vendirent comme des petits pains.
Les lecteurs, d'abord intrigués par le titre provocateur, se plongeaient dans l'article, dévorant chaque mot comme Antoine pétrissait sa pâte, avec passion et respect. Les premières heures suivant la publication furent surréalistes. La petite boulangerie d'Antoine, habituellement calme le matin, se transforma en véritable ruche. Les Parisiens, connus pour leur scepticisme gastronomique, formaient des files d'attente interminables. Certains venaient par curiosité, d'autres par gourmandise, mais tous partageaient une chose, l'envie de goûter ce pain dont tout Paris parlait. Élise Dupont, sa mentor, observait ce tourbillon avec un mélange de fierté et de tendresse. Elle se souvenait du jeune homme timide qui, quelques années auparavant, pétrissait sa pâte avec une maladresse touchante. Maintenant, ses mouvements étaient devenus une chorégraphie, chaque geste calculé mais empreint d'une grâce naturelle. « Tu vois, lui murmura-t-elle un matin, alors que la boutique grouillait déjà de monde, la passion trouve toujours son chemin. » Antoine, malgré le succès fulgurant, restait humble. Chaque pain était encore préparé avec le même soin méticuleux que lors de ses premiers jours. Il se levait encore aux premières heures, quand Paris dormait encore, pour préparer ses fournées. Le silence de l'aube, le froissement de la farine, le rythme régulier de ses mains pétrissant la pâte, c'était là sa méditation quotidienne. Les restaurateurs commencèrent à le contacter. Des chefs étoilés qui, autrefois, n'auraient même pas jeté un regard sur un jeune boulanger, le suppliaient maintenant de fournir le pain pour leur table prestigieuse. Mais Antoine choisissait avec soin. Pour lui, chaque collaboration devait raconter une histoire, transmettre une émotion. Pierre Laurent, le propriétaire du marché qu'il avait autrefois accueilli, observait cette ascension avec une joie paternelle. « Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial chez ce garçon », répétait-il à qui voulait l'entendre, comme si son intuition initiale était désormais une prophétie accomplie. Les semaines passèrent, et la reconnaissance ne fit que croître. Des magazines internationaux commencèrent à s'intéresser à ce jeune boulanger parisien qui réinventait un art millénaire. Des journalistes du monde entier venaient interviewer Antoine, cherchant à comprendre la magie qui opérait dans sa petite boulangerie. Mais pour Antoine, le vrai succès n'était pas dans les articles ou les files d'attente. Il était dans chaque sourire de client, dans chaque grand-mère qui lui rappelait le pain de son enfance, dans chaque enfant mordant avec délectation dans un croissant encore tiède. La boulangerie était devenue plus qu'un commerce. C'était un lieu de rencontre, de partage, un microcosme de la vie parisienne. Les conversations s'y mêlaient aux odeurs de pain frais, les histoires personnelles se tissaient entre deux tranches de baguette. Antoine avait compris que son art dépassait la simple création de nourriture. Il était un narrateur, utilisant la farine, le levain et ses mains comme médium d'expression. Chaque pain racontait une histoire, celle de Paris, celle de ses traditions, celle de sa propre journée. La reconnaissance était arrivée, mais pour lui, le voyage ne faisait que commencer. Le sommet. Le soleil de juin baignait Paris d'une lumière dorée lorsque le grand jour arriva. Le concours national de boulangerie, l'événement le plus prestigieux de la profession, se tenait cette année au Palais des Congrès. Pour Antoine Leblanc, ce n'était pas simplement un concours, c'était l'aboutissement de tous ses rêves, le couronnement d'un parcours semé d'embûches et de passion. Les préparatifs. Dès l'aube, sa petite boulangerie du 11e arrondissement était transformée en laboratoire d'excellence. Les murs, habituellement couverts de farine et de miches dorées, étaient aujourd'hui tapissés de croquis, de notes méticuleuses et de plans stratégiques. Chaque détail avait été pensé, chaque recette longuement mûrie. Élise Dupont, sa mentor, était là, observant Antoine avec un mélange de fierté et d'anxiété. Elle savait mieux que quiconque à quel point ce moment était crucial. Un grand chef, lui avait-elle répété tant de fois, ne se définit pas par un seul moment, mais par sa constance et sa créativité. Antoine avait choisi de raconter son histoire à travers ses pains. Pas simplement des créations culinaires, mais de véritables chapitres autobiographiques façonnés avec de la farine, de l'eau, du levain et une passion infinie. La baguette de ses origines. La première pièce de sa collection serait une baguette traditionnelle, hommage à ses débuts au petit marché de Montmartre. Une baguette classique, mais parfaite dans sa simplicité, croûte croustillante d'un brin doré presque cuivré, mi-alvéolée et généreuse, avec ce goût légèrement acidulé qui ne venait que d'un levain parfaitement maîtrisé. Il se souvenait de la première fois que Pierre Laurent avait goûté sa baguette, de ses yeux qui s'étaient illuminés. « Tu vas aller loin », avait-il dit. Aujourd'hui, Pierre serait dans le public, témoin silencieux de ce parcours. L'innovation, pain aux céréales anciennes. Sa deuxième création représentait son voyage d'apprentissage, un pain aux céréales anciennes, mêlant blé de Toscane, seigle d'Auvergne et épeautre.
Chaque grain racontait une histoire de terroir, de tradition retrouvée. La mie, dense et nourrissante, portait en elle les secrets des campagnes françaises. Élise l'avait encouragée à explorer ces variétés oubliées. La vraie cuisine, disait-elle, c'est le respect de la terre et de ses trésors. Ce pain était sa réponse à cette philosophie. Le croissant de la Renaissance. Un croissant viendrait compléter sa collection. Mais pas un croissant ordinaire, un croissant aux multiples couches, presque translucide, révélant sa maîtrise technique. La pâte, travaillée pendant des heures, comptait plus de 24 feuilletages, chacun déposé avec une précision chirurgicale. Ce croissant symbolisait sa renaissance, sa transformation d'apprenti timide en artisan reconnu. Chaque couche représentait une étape de son parcours, chaque feuilletage une leçon apprise. Le pain de métissage. Dernière pièce de son portfolio, un pain métis, fusion de traditions françaises et méditerranéennes. Une base de pain de campagne, enrichi d'olives de Provence, de romarin frais et de graines de fenouil. Un pain qui racontait les voyages, les rencontres, l'ouverture. Marie Rousseau, qui avait été la première à le propulser sur la scène culinaire parisienne, l'avait poussé à toujours repousser ses limites. La cuisine, disait-elle, est un dialogue permanent entre tradition et modernité. Le jour du concours. L'atmosphère du palais des congrès était électrique. Les meilleurs boulangers de France étaient réunis, chacun portant l'histoire de sa région, de sa famille, de sa passion. Le jury, composé des plus grands noms de la gastronomie française, semblait presque intimidant. Des chefs étoilés, des critiques renommés, des artisans légendaires, tous là pour juger non seulement la qualité technique, mais l'âme même des créations. Lorsqu'Antoine présenta ses pains, un silence respectueux s'installa. Chaque membre du jury prenait le temps de regarder, de sentir, de goûter. Ce n'était pas seulement une dégustation, mais une exploration narrative. La dégustation. Le président du jury, un homme d'un certain âge aux cheveux argentés, commença par la baguette. Un premier mordant, et ses yeux se mirent à briller. La texture, le goût, l'histoire que portait ce pain simple mais parfait. Le pain aux céréales anciennes fut accueilli avec un murmure d'admiration. Les jurés reconnaissaient immédiatement la qualité des grains, la complexité des saveurs. Mais ce fut le croissant qui provoqua le moment le plus intense. Chaque membre du jury le décortiqua littéralement, admirant la finesse des feuilletages, la légèreté presque aérienne de la pâte. Le pain de métissage fut le coup de génie final. Un voyage gustatif qui parlait d'ouverture, de dialogue culturel à travers la cuisine. La proclamation. Lorsque son nom fut appelé comme grand vainqueur, Antoine resta un instant paralysé. Le monde sembla se figer. Autour de lui, des applaudissements fusaient, des félicitations pleuvaient. Pierre Laurent, les larmes aux yeux, était le premier à l'étreindre. Élise Dupont, plus discrète, lui adressa un sourire qui en disait long. Marie Rousseau elle-même, d'ordinaire si critique, applaudissait chaleureusement. Ce prix n'était pas seulement une reconnaissance technique. C'était la validation d'un parcours, d'une philosophie. La preuve que la passion, le travail acharné et le respect de la tradition pouvaient transformer un rêve en réalité. Réflexion. Le soir, dans sa petite boulangerie du 11e arrondissement, Antoine regardait son trophée. Ce n'était pas un aboutissement, mais un nouveau départ. Chaque pain raconte une histoire, lui répétait Élise. Aujourd'hui, son histoire venait de prendre une nouvelle dimension. La lumière du couchant embrassait ses étagères, illuminant les miches dorées. Un sourire se dessinait sur ses lèvres. Le chemin avait été long, mais tellement merveilleux. La boulangerie, ce n'était pas un métier. C'était un art, une passion, un langage. Et Antoine venait de prouver qu'il en était un brillant interprète. L'héritage. Les années passent. Le temps avait laissé sa marque sur la boulangerie d'Antoine Leblanc. Les murs, autrefois fraîchement peints, portaient maintenant les cicatrices glorieuses de 2 décennies de passion culinaire. Chaque éraflure, chaque marque était un témoignage silencieux de son parcours extraordinaire. À 40 ans, Antoine était devenu bien plus qu'un simple boulanger. Il était une institution parisienne, un artisan respecté qui avait redéfini l'art de la boulangerie française. Sa boutique du 11e arrondissement était désormais un lieu de pèlerinage pour les amateurs de pain et les passionnés de gastronomie du monde entier. Les transformations. La petite échoppe initiale avait considérablement évolué. Un atelier de formation avait été ajouté à l'arrière, où Antoine formait une nouvelle génération de boulangers. Ce n'était plus seulement un commerce, mais une véritable école de la passion.
Sur les murs, des photographies racontent son histoire, le jeune Antoine timide au marché de Montmartre, sa première baguette primée, le trophée du concours national de boulangerie. Chaque image était un chapitre de sa vie, chaque souvenir une leçon. Les mentors. Pierre Laurent, désormais à la retraite, continuait de venir chaque semaine. Ses yeux, bien que moins vifs, brillaient toujours de la même admiration pour Antoine. Il était devenu plus qu'un ancien propriétaire de marché, il était un grand-père spirituel. « Tu te souviens, lui disait-il souvent, quand tu étais ce jeune homme tremblant qui attachait son tablier. Regarde-toi maintenant. » Élise Dupont, sa mentor, avait pris sa retraite des cuisines professionnelles mais restait sa confidente la plus précieuse. Leurs conversations, longuement partagées autour d'un café et de pain fraîchement cuit, étaient devenues des rituels sacrés. La transmission du savoir. Antoine avait compris que son plus grand héritage ne serait pas ses pains, mais les connaissances transmises. Chaque année, il accueillait de jeunes apprentis, leur enseignant bien plus que des techniques de boulangerie. Un bon boulanger, répétait-il, ce n'est pas seulement quelqu'un qui maîtrise la farine et le levain. C'est quelqu'un qui comprend l'histoire, la culture, les émotions que l'on peut raconter à travers un pain. Marie Rousseau et la reconnaissance. Marie Rousseau, la critique gastronomique qu'il avait autrefois révélée au monde, était devenue une amie proche. Leur chemin, initialement séparés par la critique et l'observation, s'était rejoint dans un profond respect mutuel. Elle venait régulièrement dans sa boulangerie, non plus pour écrire des articles, mais pour partager des moments de complicité culinaire. Ensemble, ils continuaient d'explorer les frontières de la boulangerie française. Un livre et un héritage. Ensemble, ils avaient écrit un livre. De petits marchés à grande cuisine, l'art de la boulangerie selon Antoine Leblanc. Un ouvrage qui n'était pas seulement une collection de recettes, mais un véritable récit de passion et de transformation. Le livre raconta son parcours, de jeune apprenti timide à maître boulanger reconnu, chaque page était un témoignage de persévérance et de créativité. La famille. Antoine n'avait jamais eu d'enfant biologique, mais sa famille s'était construite autrement. Ses apprentis, ses employés, ses clients fidèles, tous faisaient partie de son monde. Sophie, sa plus brillante apprentie, semblait destinée à prendre sa succession. Elle avait ce même feu, cette même passion qui l'avait animée des années plus tôt. Il la regardait travailler avec la même tendresse qu'Élise l'avait observée jadis. Une transmission moderne. Sophie représentait l'avenir. Elle innovait, mélangeait les traditions avec des techniques modernes, n'ayant pas peur de remettre en question les acquis. Antoine la soutenait, comprenant que chaque génération devait écrire sa propre histoire. Ensemble, ils travaillaient sur des projets audacieux, des pains aux farines locales oubliées, des techniques de fermentation expérimentales, des collaborations avec des chefs du monde entier. Réflexion sur un parcours. Un matin d'automne, alors que les feuilles dorées dansaient dehors, Antoine s'assit dans son atelier. Autour de lui, les odeurs de pain frais, de levain et de tradition. Il repensa à ce jeune homme qu'il était, tremblant dans le marché de Montmartre. Combien de chemins parcourus? Combien de pains façonnés? Combien d'histoires racontées? La philosophie d'une vie. La vraie richesse, se murmurait-il à lui-même, ce n'est pas dans le pain que l'on fait, mais dans les histoires que l'on raconte. Chaque pain était un récit. Chaque croûte croustillante, une page. Chaque mie alvéolée, un chapitre. Sa vie n'avait été qu'une grande boulangerie où les expériences se pétrissaient, où les rêves se transformaient, où la passion était l'ingrédient principal. Le jour du jubilé. Pour ses 40 ans dans le métier, la ville de Paris organisa une célébration. Des boulangers de toute la France vinrent lui rendre hommage. Pierre, Élise, Marie étaient là, témoins de ce parcours extraordinaire. Le maire remit une médaille d'honneur à Antoine, reconnaissant non seulement son talent culinaire, mais sa contribution à la culture gastronomique française. Un discours du cœur. Lors de son allocution, Antoine ne parla pas de technique ou de récompense. Il parla d'amour. L'amour du pain, l'amour du métier, l'amour de la transmission. Un pain, dit-il, c'est plus qu'un aliment. C'est un lien. Un lien entre les générations, entre les cultures, entre les histoires personnelles. L'avenir. Sophie se tenait à ses côtés, représentant cette continuité, ce mouvement perpétuel de la tradition qui se réinvente. La boulangerie continuerait. Les histoires se poursuivraient. Et quelque part, dans la chaleur d'un four, dans le parfum d'un pain fraîchement sorti, l'âme d'Antoine Leblanc continuerait de vivre. Le soleil déclinait sur Paris,
baignant la boulangerie de ses derniers rayons dorés. Un dernier pain sortait du four. Comme toujours, parfait. Comme toujours, une histoire.